réponses, les échanges. Assalamu alaikum à tout le monde. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, je tiens à remercier Montsef de m'avoir conviée ici parce que j'ai un peu l'impression d'être chez moi. Je travaille en Seine-Saint-Denis depuis de nombreuses années et auparavant, c'était aussi un peu le désert du côté de l'accompagnement des victimes et notamment des femmes victimes de violences conjugales, de violences intrafamiliales. Et donc, il y a encore du chemin à accomplir, mais on peut se réjouir d'avoir en Seine-Saint-Denis un centre régional de psychotraumatisme qui accompagne avec des thérapies spécialisées les victimes et que les personnes puissent aller mieux et aller mieux rapidement. Donc, ça nécessite aussi une prise en charge globale. J'espère réconcilier Maman Rokia avec les psychologues, mais comme tous les métiers, il y a du bon et du mauvais un peu partout, donc j'espère que vous verrez du bon aujourd'hui. Et de raccrocher quand même l'accompagnement des personnes victimes au fonctionnement de la société, des difficultés de la société déjà à admettre l'existence de ces violences, cette silenciation aussi de la plupart des victimes, puisqu'il y en a beaucoup qui parlent. Et parfois, cette silenciation a lieu au sein même des familles, puisque quelque part derrière la dénonciation de violence, c'est désacraliser aussi la famille, c'est nuire à la réputation de la famille, et derrière, on a la honte. Et la honte, la culpabilité, c'est ce qu'on retrouve assez souvent dans l'accompagnement des personnes victimes. Je salue ces femmes exceptionnelles, ces femmes courage. Moi-même, je suis toujours émue quand je rencontre des femmes et des femmes extraordinaires qui ont des ressources, qui en ont sous le pied et puis qui sont en lutte. Et je pense que l'idée, c'est de rassembler tout le monde autour de ces luttes. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi pour que acteurs, professionnels, associations qui font un travail extraordinaire sur le terrain, tous, vous avez pour la même mission d'aller vers une société où on se sent bien les uns avec les autres. C'est pas facile. En Seine-Saint-Denis, c'est pas facile parce qu'on rencontre les mêmes problématiques que vous. C'est-à-dire, on retrouve la précarité, on retrouve une multiplicité culturelle. Donc, il faut faire l'effort d'aller vers l'autre. Si on ne fait pas cet effort et on reste cantonné à ce qu'on sait, puisque le savoir, il est du côté des patients, on passe à côté. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller vers l'autre. Moi, j'ai fait une dizaine d'années de travail aux urgences et c'est là que j'ai tout appris. Donc en côtoyant non pas des personnes qui étaient désignées victimes dans un premier temps, mais des personnes qui arrivaient pour différents problèmes somatiques, en santé mentale, qui avaient des difficultés, qui avaient des tentatives de suicide, et pour lesquelles on ne posait jamais la question « mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Est-ce que vous êtes victime de violence ?» On passait à côté. Donc on soigne, et là encore au niveau de ce congrès, on soigne des problèmes d'addictologie, des problèmes en santé mentale, d'alcoolisme. Et tout ça, ce n'est pas la cause, on va dire le berceau des violences, enfin le berceau de l'existence de ces problèmes, c'est les violences. Et c'est la violence qu'on peut rencontrer dans la société qui va aussi se répercuter dans les familles. Cette violence, elle peut être aussi extérieure. On peut rencontrer un contexte de guerre, des personnes qui vont être exposées à des accidents, qui vont rentrer dans ces mécanismes de violence, puisque ça va entraîner aussi des répercussions sur le fonctionnement neurologique et il peut y avoir une manifestation d'état de stress post-traumatique et notamment d'état de stress post-traumatique complexe qu'on peut retrouver quand il y a une répétition traumatique. Et là, quand il est question des violences sexuelles, des violences conjugales, des violences intrafamiliales, il y a parfois même une transmission transgénérationnelle. Donc l'idée, c'est d'aller vers la rupture. Alors c'est vrai que nous, on a choisi de construire, co-construire avec l'ensemble des professionnels sur les territoires et pas seulement les agents hospitaliers, un accompagnement pluridisciplinaire à la fois sur la dimension de la justice, sur la dimension médicale, associative et également sur
la possibilité que les gens puissent se faire soigner avec des thérapies efficaces gratuitement. Parce qu'en Seine-Saint-Denis, vous vous doutez bien que c'est compliqué de payer des séances en libéral. C'est 60 € en moyenne la consultation. Donc on dit en plus qu'il faut venir toutes les semaines. Et pour avoir des thérapies centrées sur la régulation émotionnelle, donc c'est des thérapies qui ont montré leur efficacité par l'HAS, donc qui est recommandée aussi par l'OMS. Donc ces thérapies-là coûtent très très cher. Nous, on a voulu les rendre accessibles aux personnes qui n'ont pas de moyens. Donc toute mon équipe, et on est 7 psychologues sur notre unité, on est formés aux techniques de débriefing, aux techniques de diffusing. On va dans les services à la rencontre des victimes. Parce que c'est difficile, en fait, pour la victime de s'adresser directement à nous. Donc, on est obligé d'aller sur le cheminement, d'aller vers, et aussi de faire avec les autres. On a besoin des familles. Parce que le traumatisme, ça isole. Les personnes sont en retrait. Elles ont des troubles cognitifs, des troubles de la concentration, des troubles de l'attention. Elles se perdent parfois, elles perdent le fil. C'est difficile de se raccrocher. Donc l'idée, c'est que ces personnes-là, on puisse leur expliquer ce qui se passe. Parce que parfois, on leur dit, mais on a l'impression que vous êtes folle. Mais non. Moi, en tant que psychologue, je reçois des personnes. Je ne reçois pas des personnes qui sont folles ou dans l'idée qu'il faut la ranger dans une catégorie. Au contraire, moi, je tiens compte de son histoire, de son individualité, et j'essaye de l'amener justement à un mieux-être, et surtout qu'elle puisse connaître un peu ce qui lui arrive. Donc après, moi, j'ai travaillé plus spécifiquement sur la question des violences conjugales et notamment de l'emprise. Donc en France, le paradigme principal pour la compréhension des violences conjugales, ça reste l'emprise. Est-ce qu'on peut mettre mon diaporama? Je mettrai juste quelques diapos. C'est possible? Non, il n'y a personne? Alors, est-ce que tout le monde sait ce que c'est que l'emprise déjà? Est-ce qu'on en a déjà parlé dans le cadre des violences conjugales? Est-ce qu'on sait que c'est rentré dans la loi, que ça fait partie de la loi depuis 2020? Et ça caractérise surtout les violences psychologiques et le harcèlement psychologique. Et donc, toutes les autres violences sont qualifiées autrement, donc autour de violences physiques. Oui. Oui, vous avez posé la question sur l'emprise. Mais pour moi, l'emprise, c'est dès lors où, en fait, on est... comment dire? Enfin, on est... Il y a une domination. Dès lors où il y a une domination d'une personne, enfin, soit du conjoint, de la conjointe, en fait, sur l'autre personne, en fait, qui a du mal à se... comment dire? Qui a du mal en fait à se sortir de là ou à se... Ah, je ne trouve pas le mot. L'emprise psychologique, donc on le doit aussi beaucoup à des psychiatres d'orientation psychanalytique, notamment Doré et Marie-France Irigoyen, qui a vraiment vulgarisé le concept. C'est ce qui permet de comprendre en quoi une situation de couple devient violente et à quel moment elle devient violente. Donc ça nécessite une relation asymétrique. Ah ben c'est bien, ça a été changé. Donc il y a toujours une relation asymétrique, c'est-à-dire un dominant et un dominé. Donc il y a une relation ascendante sur l'autre et une soumission. Mais actuellement, l'emprise, c'est très difficile à déterminer, à expliquer, à analyser et comme élément de compréhension. Donc c'est vrai que c'est le résultat d'un bon nombre de stratégies et de tactiques qui vont être utilisées par les agresseurs pour justement installer cette relation d'emprise. Autre chose, cette relation d'emprise, l'emprise est surtout culpabilisante pour les victimes. Parce que généralement, qu'est-ce qu'on dit? On dit, elle est sous emprise. On ne dit pas, l'agresseur l'a mise sous emprise. Donc ça, c'est un problème. Ça veut dire qu'on met le focus sur la victime. Donc ça aussi, ça prête à culpabiliser la victime. Donc c'est pour ça que malgré le fait que ça puisse être inscrit par la loi, il est important de penser à qui fait quoi dans une relation de couple.
Et donc, c'est pour ça qu'on a réfléchi à la question du concept de contrôle coercitif. Donc, je passe là-dessus. Donc, le contrôle coercitif, c'est... on va en parler de plus en plus. Et donc, je suis contente de le partager avec vous à Mayotte, puisque même en France, on est en retard par rapport à ce paradigme-là. Donc, c'est un schéma de compréhension qui va comprendre un ensemble de comportements abusifs et de domination qui vont être utilisés dans le cadre des violences intimes, et ça va viser la restriction de la liberté, l'autonomie de la personne victime, par des stratégies qui vont être constantes, donc ça va être vraiment dans la durée du couple et pas à un moment donné, et ça se regroupe sur 3 dimensions. Donc la première dimension, c'est le répertoire de comportements oppressifs et contrôlants, que je vais vous donner quelques exemples par la suite. Le fait qu'on va priver la personne de droits fondamentaux, et également la dimension de l'inégalité de genre, puisqu'on rencontre cette violence-là majoritairement du côté des femmes, qui en sont les principales victimes, même si des hommes sont aussi concernés par les violences conjugales. Ah, je sais pas, la diapo, elle n'est pas en mode diaporama? Non? Voilà. Donc, parmi les tactiques qu'on peut retrouver dans le cadre de l'exercice du contrôle coercitif, donc on va trouver l'isolement social et familial. Donc la personne, et je pense que vous connaissez aussi les mécanismes en lien avec l'emprise, où on a différents stades d'escalade de la violence, et ça mène également à un isolement social, familial, professionnel. Donc l'idée, c'est de rendre la personne totalement seule pour pouvoir la neutraliser et avoir le contrôle complet. On va la priver des libertés élémentaires. Donc on va lui interdire de sortir, on va limiter sa consommation de nourriture. C'est l'agresseur qui va faire les courses, qui va donner telle somme à telle personne. Donc on va surveiller aussi les outils de communication. Donc ça aussi, ça fait partie de la privation des droits élémentaires, comme le téléphone, surveiller qui a appelé, les réseaux sociaux, avoir les codes bancaires aussi, pour savoir quelles dépenses la personne a eues. Donc ça vise vraiment le contrôle de la personne. On a aussi des personnes qui sont très créatives et qui installent aussi des logiciels espions à l'insu de la personne. Ça, on le découvre à l'occasion d'un dépôt de plainte, où là, on fait des recherches et on s'aperçoit qu'il y a un logiciel espion, donc ce qui fait qu'il sait partout où la personne se rend. Donc, c'est des personnes aussi qui peuvent faire irruption au niveau du travail. Donc, les collègues, ils ont l'impression « il est sympa, ton mari, il vient te rendre visite au travail ». Mais en fait, c'est pour surveiller avec qui la personne, elle parle. Donc, surveiller son emploi du temps, contrôler les endroits où elle se rend, les personnes qu'elle voit. Donc parfois, c'est la famille qui n'est pas assez bien pour toi. Les amis, elles ne sont pas assez bien pour toi. C'est des sous-sous. Donc l'important, c'est de pouvoir identifier ça. Donc la priver de se rendre aussi aux institutions pour des soins. Donc parfois, on interdit la personne d'aller se soigner. Donc il y a des privations aussi. Et ça fait partie des droits élémentaires. On a le fait de disqualifier et rabaisser de façon répétitive. Donc ça fait partie des violences psychologiques. D'imposer aussi des activités dégradantes et humiliantes pour la victime, critiquer les capacités éducatives de la mère, alors que la personne, elle est juste observatrice la plupart du temps. Donc, tu fais pas assez bien ça, tu lui dis pas assez bien les choses, tu fais pas assez bien à manger, donc tes enfants, ils t'écoutent pas, donc tu sais pas faire. Donc, c'est vraiment critiquer la manière dont la personne va éduquer ses enfants. La forcer aussi à ne pas protéger les enfants, et c'est là qu'interviennent aussi les agressions sexuelles, parce qu'on rencontre aussi les agressions sexuelles en direction des enfants dans un contexte de violence conjugale. Et tu l'as bien rappelé, Fabienne. Donc les menaces aussi, la menace, elle est constante. Et c'est ce qui va permettre de garantir le fait de maintenir la personne sous emprise et d'avoir le contrôle sur la personne. Donc le fait d'abuser financièrement, donc tu ne travailles pas, ça ne sert à rien. Moi, je travaille, donc tu n'as pas besoin de travailler. Donc, limiter vraiment tout le champ de l'autonomie de la personne. La déposséder des biens du couple.
imposer la prise d'une partie ou la totalité du salaire, détourner l'argent de la CAF. Il y a des gens qui ne peuvent même pas dépenser un centime. Ça passe uniquement par le mari. Là où je dirais, c'est bien ce qui se passe à Mayotte, c'est que les femmes, c'est elles qui chassent les maris du domicile, alors que nous, en France, c'est à la femme de partir avec les enfants et d'errer d'hôtel en hôtel via le 115 et d'être dans une grosse précarité. Donc, vous voyez, il y a un avantage aussi à être ici. Donc, le fait de menacer, de tuer et de blesser, le fait d'agresser physiquement, le recours à l'intimidation corporelle, il y a des gens qui ne touchent pas mais qui vont faire peur, c'est-à-dire qui vont claquer la porte, qui vont jeter des objets, qui vont casser la télé, qui vont casser le téléphone. Donc c'est des éléments d'intimidation, il n'y a pas de passage à l'acte, mais c'est de la violence et de l'agressivité. Et c'est latent. Le fait de violer, le fait de contrôler, de réguler la façon dont éduquent les enfants, donc ça je l'ai dit, c'est ce qu'on appelle les micro-régulations du comportement. Et tout cela, ça va instaurer un climat de domination auquel la victime est rendue totalement dépendante, et c'est ça qui va installer, in fine, l'emprise. Donc l'emprise, c'est vraiment le résultat du contrôle coercitif. Donc c'est important d'identifier vraiment au démarrage des tactiques qui vont être mises en place au fur et à mesure de la durée de vie d'un couple, qu'est-ce qui se passe au niveau de la réduction du champ des actions de la personne victime et du champ de ses déplacements, du champ social, au niveau de la famille, des amis. Donc si vous voyez une personne très isolée, c'est souvent louche. Donc il faut plutôt aller vers elle plutôt que de dire elle est sauvage. Donc le contrôle coercitif, c'est quelque chose de généralisable. Donc on peut le généraliser à l'ensemble des violences conjugales, pas toutes, parce qu'il y a des cas particuliers. C'est un phénomène qui est constant, qui va être progressif, puisqu'il va y avoir une escalade des tactiques, et à chaque fois, la personne, elle va utiliser telle ou telle tactique pour, de nouveau, asseoir une domination et assurer la soumission de la personne victime. C'est cumulatif et c'est individualisé, puisque chaque personne va avoir des exemples précis pour expliquer comment elle vit le contrôle coercitif. Par exemple, j'avais une patiente qui me disait moi, je suis partie déposer plainte et on n'a pas tenu en considération le fait que j'ai une menace, puisque dès qu'on a une dispute, en fait, le lendemain, je trouve sur la table un gros couteau de cuisine. Donc pour elle, elle sait ce que ça signifie. Donc c'est une menace, mais qui reste, on va dire, indirecte. Donc le fait de l'expliciter, c'est parfois difficile. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi se saisir de tous les exemples que disent la victime, et nous, on l'étaye beaucoup dans les attestations. C'est ça qui va permettre justement de qualifier le climat de peur et de terreur dans lesquels est installée la victime. Ça va bien évidemment avoir des effets dévastateurs au niveau de la santé physique et psychique, et c'est là où nous, on intervient. Puisque ce modèle reste assez méconnu, je vous passe l'histoire. On va passer l'histoire. Juste là, dire que c'est Johnson qui va parler de terrorisme de l'intime et qualifier le contrôle coercitif comme intimate control. Et donc le fait que dans la sphère de l'intime, on va utiliser les mêmes tactiques utilisées pendant les guerres ou par les dictatures. Donc le fait d'interroger, de ce qu'on appelle le gaslighting, les lavages de cerveau, le fait de ne pas laisser dormir une personne la nuit, la déranger, la réveiller constamment, ou lui dire tu vas faire ci, la personne, elle se robotise à un moment donné. Elle ne réagit plus, elle obéit et elle oublie qui elle est, puisqu'elle va s'adapter aux repères de l'agresseur uniquement. Et elle va oublier ou négliger totalement ses propres repères. Donc on s'est aperçu que l'absence de violence physique et sexuelle était plus remarquée, notamment quand elle dépose plainte. Généralement, la justice a besoin d'éléments de preuve pour étudier la vraisemblance de l'existence de faits de violence. Sauf que c'est difficile quand on n'a pas de preuves de traces physiques, qu'on n'a pas de traces de violence sexuelle. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de voir quels ont été les changements du côté de la victime dans un avant, comment elle se présentait déjà avant la relation. Est-ce qu'elle avait des amis? Est-ce qu'elle avait un travail? Est-ce qu'elle a étudié? Et puis, le moment où elle s'installe avec la même personne, est-ce qu'il y a d'autres changements? C'est-à-dire,
elle ne travaille plus, elle ne va plus en cours. Il y a une rupture par rapport à la famille, il y a une rupture par rapport aux amis. Ça aussi, c'est des indicateurs prédictifs aussi de la survenue de choses beaucoup plus graves. Puisqu'une fois qu'il y a l'isolement, c'est à ce moment-là que vont arriver aussi les violences physiques, les séquestrations et des choses un peu plus massives. Parce que bien évidemment, la victime, elle lutte, elle va mettre en place aussi des stratégies de survie, des mécanismes qu'on appelle des stratégies de coping, mais à terme, elles vont être épuisées. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il va y avoir aussi des manifestations somatiques et elles vont venir à l'hôpital consulter, non pas pour dire qu'elles sont victimes, mais pour dire « j'ai mal à l'estomac, j'ai mal à la tête, j'ai des tachycardies, je perds connaissance, j'ai des troubles du sommeil, mais je ne sais pas pourquoi ». Et si le professionnel, l'acteur sur le terrain, n'identifie pas non plus ces symptômes d'une souffrance morale, d'une souffrance physique, on passe à côté. Donc tout le monde est acteur de cette prise en charge, déjà par rapport au repérage de ces symptômes-là, des éléments de troubles de stress post-traumatique qu'on a simples, mais aussi des troubles de stress post-traumatique complexes qui, à terme, vont altérer aussi le fonctionnement de la personnalité. Il y a des personnes qui vont être changées au bout de plusieurs années de violence. Nous, on rencontre de plus en plus de femmes âgées qui viennent à nos consultations et qui nous disent « j'ai jamais parlé des violences que je subissais. Toute ma famille, j'ai toujours protégé cet homme parce qu'il utilisait la culpabilisation. À chaque fois, si j'agis comme ça, c'est à cause de toi. » Donc finalement, la personne se remet en question constamment et elle a l'impression vraiment que ça vient d'elle. Donc si on ne replace pas le curseur du côté de l'agresseur et qu'on reste sur le cheminement de l'emprise, on reste à côté. Et donc on ne pourra pas accompagner de la bonne manière les personnes victimes. Et donc c'est important, dans le cadre de la libération de la parole, qu'elles puissent dire quels sont les troubles qu'elles peuvent manifester. Donc nous, on avait réalisé en 2012, donc vous voyez, ça date un petit peu, avec tous les collègues des urgences, puisque je travaillais aux urgences, sur un échantillon quand même de 236 patientes sur 2 ans, quel a été le continuum des violences qui ont précédé les violences physiques. Parce qu'actuellement, on juge sur des faits à un moment donné. Donc, telle ou telle violence, mais on ne va pas juger sur l'ensemble des violences, sur la globalité des violences. Alors que mis bout à bout, ces violences, ça constitue vraiment une masse de violences dans la durée. Donc nous, on avait donc fait un dépistage systématique dans tous les services et on posait la question sur l'existence de violences ou pas. Donc il y avait des personnes qui arrivaient en secteur de médecine pendant le dépistage et qui venaient principalement pour la chirurgie. Pourquoi ? Parce que c'était plus évident de poser la question à quelqu'un qui arrive avec une plaie ou une fracture, de lui dire « mais madame, comment vous vous êtes fait ça ?» Donc, elle dit, j'ai été violentée. Est-ce que vous avez un problème dans votre famille ? Comment ça se passe ? Et l'idée, c'est d'évaluer aussi la gravité et le danger. Donc, il y a possibilité aussi de signaler des personnes majeures maintenant par la loi. Donc, les acteurs de la prise en charge, et notamment les professionnels de santé, ont cette possibilité, quand la personne, vous estimez qu'elle est en danger, en situation de danger, vous pouvez aussi faire tiers, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent à aller se déplacer dans un commissariat. Ou ont peur d'aller déposer plainte dans un commissariat. Donc si ça passe par un professionnel, parfois c'est mieux. Donc, et finalement, on a cette capacité aussi à extraire du danger. Donc ces personnes-là, elles étaient plus nombreuses en secteur de chirurgie, mais on s'est aperçu, en consultant les dossiers, l'antériorité des dossiers des personnes qui consultaient en chirurgie au moment du dépistage, qu'elles consultaient davantage en secteur de médecine. Pour les mêmes, ce que je vous ai exposé, les céphalées, les gastralgies, les attaques de panique, les maux de tête, et que, en fait, c'était une façon d'alerter sur leur situation. Le fait d'avoir une asthénie. Et on a vu également que, finalement, même en secteur de chirurgie, si on prenait le temps de consulter les dossiers, on verrait que les fois d'avant, elle est venue parce qu'elle s'est cognée sur la fenêtre, parce qu'elle est tombée de l'escalier, parce qu'elle s'est pris une boîte de conserve sur la tête qui est tombée sur elle. Et à ce moment-là, on se dit, mais quand même, cette femme, elle est très maladroite tout de même pour
pour avoir autant de choses. Donc tout ça, c'est des éléments aussi d'alerte qui sont importants. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de la prise de conscience de ces violences du côté des victimes, quand on les accompagne, et ben à ce moment-là, il peut y avoir aussi l'effet boomerang. C'est-à-dire tout ce qui a été dissocié, parce qu'il y a le phénomène de dissociation. Donc c'est le fait de se mettre en retrait par rapport à la réalité, c'est quelque chose qui va protéger la personne d'une réalité qui est trop difficile. Donc c'est une façon de se soustraire à la réalité. Et ben à ce moment-là, les flashbacks vont apparaître avec tout ce qui s'est déroulé et tout ce qui était avant des puzzles dans tous les sens ou des oublis carrément de situations, ça revient petit à petit. Et ça vient envahir complètement l'espace. Je vais avancer puisque on est loin d'arriver jusqu'au bout. Donc, juste dire que c'est important de s'intéresser aux troubles de stress post-traumatique, que c'est même fondamental dans l'accompagnement des violences. Il faut des psychologues formés à la dimension du psychotrauma, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il n'y a que 17 centres dans toute la France, y compris dans les îles. Donc, c'est important de pouvoir former l'ensemble des acteurs de la prise en charge à ces dimensions-là, mais former aussi tous les référents médicaux. Nous, ce qu'on fait à l'hôpital, c'est qu'on veut des référents dans chaque service, en fait. On veut qu'ils y soient aussi bien en endocrino, en réanimation, en secteur de chirurgie. Il faut qu'il y ait un référent. Il faut qu'on identifie un parcours spécifique pour les victimes. Et c'est en identifiant aussi les mécanismes en jeu et les tactiques utilisées par les agresseurs qu'on va pouvoir construire justement et co-construire ce cheminement et cet accompagnement. Donc les conséquences des violences sur le plan somatique et psychique se mesurent grâce au repérage des mécanismes de contrôle coercitif, donc qui passent par la menace et la surveillance, et ça c'est un phénomène qui est constant pendant toute la durée des violences, et ça va installer le circuit de la peur. Ça aussi c'est super important en fait. Le phénomène central autour des répercussions et du traumatisme, c'est le stress. Il y a des hommes agresseurs qui vont rencontrer au cours de leur vie une agression violente, un accident par exemple, et qui vont basculer dans les violences conjugales parce qu'on n'aura pas traité leur traumatisme simple. Donc ça a des répercussions à la fois sur la sphère affective, sur les émotions. Donc on a des personnes qui vont être totalement détachées ou au contraire qui vont manifester des réactions exacerbées, qui vont sursauter tout le temps, qui vont avoir peur tout le temps. Des réactions endocriniennes, donc des perturbations, donc des personnes qui vont déclencher des maladies chroniques. Ça va agir sur le comportement, puisqu'il y a des personnes qui vont être aussi dans l'irritabilité. Il y a des victimes aussi qu'on ne supporte pas parce qu'il va y avoir quelque chose d'agressif ou au contraire, on va avoir l'impression qu'elle est complètement détachée, c'est qu'elle s'en fiche ou qu'elle raconte n'importe quoi, alors que c'est des atteintes graves. Et au contraire, ça veut dire que le trauma est massif. Il va y avoir aussi des perturbations au niveau sensoriel, au niveau de la perception. Donc il y a des personnes qui vont avoir des problèmes d'audition, de vision, qui vont occulter un pan de leur espace. Il y a aussi la dimension viscérale, donc des personnes qui vont avoir mal au ventre. Je vais partir directement à la conclusion. Je n'aurai pas l'occasion de présenter mon étude, c'est fort dommage. Je parlerai juste du schéma de Dutton et Goodman, puisque ça c'est ma référence pour mon étude de thèse et de doctorat. Je pense qu'on en parlera par la suite. Donc c'est important de passer par ce schéma-là, puisque le modèle proposé par Stark, donc bien que les dimensions soient intéressantes et soient incluses aussi sur le schéma de Dutton et Goodman, là on intègre aussi la dimension des vulnérabilités et le fait que l'agresseur, donc il est situé tout en haut, va exploiter aussi ces vulnérabilités et il va s'en servir aussi pour asseoir une domination et un pouvoir sur la personne victime. On voit aussi les conséquences que ça peut avoir sur le fonctionnement cognitif de la personne, sur les répercussions médicales, les conséquences sur la santé, à la fois physique, à la fois psychologique. Donc il faut vraiment s'intéresser de manière globale aux répercussions en totalité. Donc tout ça, c'est aussi pour permettre de réfléchir à de nouvelles prises en charge, à un nouveau mode d'accompagnement qui soit pluridisciplinaire, puisque nous, on a des permanences policières chez nous.
On a des permanences associatives aussi qui interviennent chez nous. On a des bénévoles qui vont proposer des activités artistiques, de la médiation aussi thérapeutique, des cours d'alphabétisation pour les personnes qui ne parlent pas français. Donc toutes ces thérapies-là vont servir aussi à ce que la personne elle puisse sortir justement de cette relation violente, parce qu'il y a des personnes qui restent aussi sous emprise malgré une séparation, et le contrôle coercitif, il perdure aussi au-delà de la séparation, et il peut aussi agir en direction des enfants. Donc les enfants peuvent aussi être instrumentalisés au moment de la séparation, et c'est en cela que c'est important d'analyser les violences conjugales autour d'un continuum des violences et pas uniquement sur la nature des violences et sur la nature sporadique de ces violences-là. Je vais passer juste à la fin. Il y avait beaucoup de choses. Hein. Hop, la conclusion. Donc, pour travailler sur la dimension complète des individus, à la fois psychique et physique, un individu, c'est un ensemble, il faut aller vers la resocialisation aussi. Donc, les groupes de parole, les ateliers psychosensoriels qu'on peut organiser, tout ça, ça va aider à rompre l'isolement. Ça va permettre aussi de retrouver des sensations. Donc, les thérapies sensorimotrices sont particulièrement recommandées dans le cadre de l'émergence de psychotraumatisme. Et l'idée, c'est de pouvoir reconnecter le corps à la pensée. Voilà, de ne faire qu'un. Puisque le mode dissociatif va couper à certains moments le corps de la pensée. Et malheureusement, dans certains cas, il peut y avoir des déclencheurs. Le fait de parler de certaines situations, d'avoir des odeurs particulières, des endroits particuliers, ça va, et pof, ça va venir, ça va faire effet boomerang, et d'un seul coup, la personne va se couper. C'est ce qu'on appelle la dissociation. Le ciment de la réussite des soins, sans qu'on puisse parler de guérison, parce que la guérison, c'est vraiment prétentieux, on est dans un parcours de vie. Donc ça repose principalement sur l'alliance thérapeutique, le lien de confiance qu'on peut avoir avec une personne. Et ça, c'est déterminant, parce que bien souvent, les personnes qu'on accompagne sont méfiantes. Sont méfiantes pourquoi? Parce que, vous l'avez bien dit, elles sont rejetées, elles sont humiliées. Donc c'est important d'aller vers la personne, de l'accompagner, de la croire et de lui faire confiance. J'en ai terminé, merci beaucoup. Merci Fatima pour cet exposé très riche qui aurait nécessité carrément des ateliers pour qu'on puisse poser les questions. C'est bon là? D'accord. Je redisais, merci Fatima pour donc, ce brillant exposé, hein, très riche en contenu et qui nous permet un petit peu de connaître davantage les mécanismes sur cette thématique. Je vous propose de prendre quelques questions, 3-4 questions, avant d'inviter les derniers intervenants de cette table ronde à prendre la place. Est-ce que vous avez des sujets, des questions? Oui. Merci pour cet état de la question sur l'emprise. Moi, dans le cadre de mes suivis, donc psychologue aussi, là où ça va être super compliqué, c'est, en l'occurrence, c'est majoritairement des patientes. Donc, je prendrai cet exemple-là. C'est qu'elles ne réalisent pas qu'elles ont peur. Et c'est là que c'est le plus difficile parce que, dans ce que vous avez exposé, je me dis qu'il y a cette étape, déjà avoir accès au fait que la personne a peur, que la personne ait accès au fait d'avoir peur, c'est déjà un long parcours. Parce que je prends des exemples très concrets parce que le physique joue. Par exemple, des partenaires qui ne sont pas imposants physiquement, avec une tête mignonne, gentille, voilà. Et en fait, c'est hyper long et c'est avec ces patientes-là que j'ai le plus de difficultés. Ça dure le plus longtemps parce qu'elles n'ont pas peur physiquement. Et du coup, ce n'est que de la violence psychologique,
c'est de la violence psychologique constamment, mais du coup, elles n'ont pas la crainte qu'on leur lève la main dessus. Par contre, c'est des actes symboliques constamment. Par exemple, une patiente qui dort toujours avec un objet qui fait guise de doudou, et du coup, le partenaire va le lui cacher parce qu'il ne le supporte plus. Prendre des choses comme ça. Et en même temps, la culpabilisation tout le temps. J'ai pas peur de cette personne, mais je suis un monstre si je le quitte. Et dans ce que vous dépeignez, je me dis, c'est déjà une étape d'arriver à j'ai conscience que j'ai peur, mais le avant, je trouve ça très difficile à travailler. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par rapport à l'activation de la prise de conscience, donc les groupes de parole, ça peut être intéressant pour la prise de conscience, puisqu'il y a des personnes qui disent bah, moi j'ai besoin de rien, finalement tout va bien, il n'est pas si méchant que ça, puisqu'il y a des moments où il est super sympa, il peut être un bon père, donc si c'est que moi, c'est pas grave. Donc c'est pour ça qu'il faut tenir aussi compte des vulnérabilités de la victime sans l'accabler, ça fait partie de quelque chose qui va aggraver la situation. Mais la prise de conscience, elle est aussi par rapport au danger. Qu'est-ce qui fait que vous avez peur? Quels symptômes vous avez dans votre corps quand vous avez peur? Moi, je me rappelle d'une patiente qui me disait bah, le simple fait d'entendre la clé à la porte, bah, tout le monde changeait finalement. Les enfants aussi couraient dans leur chambre d'un seul coup. La personne, il faut que tout soit nickel à la maison. Donc tout ça, c'est instauré. Donc il y a une menace aussi qui est là et qui est constante. Donc il faut qu'elle perçoive cette menace. Derrière il y a la peur, il y a la menace. Mais pourquoi il y a la menace? Parce qu'il y a eu des micro-gestions du quotidien, parce que la personne, elle dit si tu fais pas ça, tu vas voir, et elle lui fait payer surtout. Voilà. Il y a le risque qu'elle lui fasse payer justement ces actes-là. Et parfois, c'est pas sur le moment même, c'est le lendemain. Ça peut être le mépris aussi, le fait de complètement mettre de côté la victime, ne pas lui parler, ne pas lui adresser la parole, ne plus avoir de relation avec elle, et la mettre vraiment en marge de toute la famille, de passer uniquement par les enfants et de ne plus s'adresser à elle. Ça aussi, c'est une violence psychologique. Et à terme, ça use. Donc c'est vraiment une guerre de l'usure psychologique. Mais du côté de la société, ce n'est pas perceptible. Donc du côté des victimes, ça ne l'est pas non plus. Donc c'est à nous d'amener que cette peur, elle peut détruire, elle peut altérer l'estime de soi, elle peut amener à un risque suicidaire aussi à terme, en se disant mais c'est quoi, il y a quoi qui cloche chez moi pour qu'ils me disent à chaque fois que c'est de ma faute si on en arrive à ce résultat-là. Je vois là ce que je voulais dire, mais par exemple l'isolement, moi j'ai plein de situations où en fait l'isolement il n'est pas social, c'est-à-dire que la victime en l'occurrence garde des liens avec sa famille, par contre elle ne parle pas de ça. Donc en fait c'est encore plus insidieux, c'est-à-dire que c'est pas des personnes repérées, isolées, au contraire. Par contre, ce qui est raconté de la situation de couple, elle est romancée, humorisée ou des choses comme ça. Là, je vais voir l'isolement. Et ça, à pointer, c'est encore plus difficile. Parce que c'est pas du tout perçu par l'entourage, parce qu'il y a une grosse vie sociale, par exemple. Surtout. Derrière les rires, derrière ce qu'on voit en façade, il y a aussi le trauma. Avec une présentation parfois lisse de la personne, alors qu'il y a vraiment une souffrance. Et donc, à ce moment-là, c'est là où il faut être attentif. Et ça, c'est l'objet de ma recherche. C'est de montrer que les mécanismes du contrôle coercitif vont avoir des effets sur la santé à la fois physique et psychologique. Et si on arrive aussi à identifier l'apparition de cette symptomatologie-là, sans nécessairement passer directement par les mécanismes de contrôle coercitif, alors on peut s'imaginer qu'il y a existence de mécanismes de contrôle coercitif et pas uniquement les violences physiques. Parce que pardon, j'arrête après. Dans les patientes que vous recevez, comment elle est qualifiée la peur? Parce que moi, j'ai surtout j'ai peur qu'il me quitte. Par contre, j'ai pas peur de lui. J'ai peur qu'il me quitte. J'ai peur de pas m'en sortir. Il m'a tellement aidée dans ma vie qu'en fait, sans lui, je ne pourrais pas. Donc, elles ont l'impression que c'est elle avec elle-même et que c'est pas sous l'effet de la coercition. D'où la nécessité d'aller vers une forme de resocialisation avec les pairs, avec les personnes qui sont en capacité de les comprendre. Et ça, je pense que tu pourras aussi y répondre, Fabienne. C'est important aussi qu'elles se sentent libres de pouvoir parler de ce qu'elles vivent, parce que la société ne le montre pas. Et vous aussi, Saïrati.
Est-ce que tu peux m'en restituer le truc? Je pense, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment tout un environnement en fait qui favorise cette peur-là. Et en fonction de la société ou du lieu dans lequel évolue la personne, les signaux en fait peuvent être différents. Je vais me baser sur Mayotte parce que c'est ce que je connais le mieux. À Mayotte, on va par exemple se rendre compte que lorsque le patriarche de la famille arrive dans certaines familles, les enfants, comme ce que tu disais tout à l'heure, les enfants quittent la pièce ou ne veulent plus être dans l'entourage. Déjà, ça signifie que la personne a instauré une certaine peur. Alors cette peur, elle peut être due à des violences physiques, mais il y a aussi souvent de la violence sexuelle derrière. On a aussi de l'environnement qui joue, entre guillemets, des limites. Par exemple, comme ce qu'on a ici, le jeu du Bakoko Msika Mabele. Tout le monde en rigole. C'est public, c'est posé, on le voit. D'ailleurs, moi, j'ai jamais vu un adulte réagir lorsque le vieux du quartier va tenir les seins de la petite fille ou la vieille qui va tenir les parties intimes du petit garçon. En fait, c'est une peur qui est instaurée dans le corps de l'enfant, mais pas par la crainte et avec le bâton. C'est que l'enfant, de toute manière, spontanément, l'enfant va se replier sur elle-même. Elle ne voudra pas. La personne qui va dire à l'enfant qu'il faut se laisser faire, ce sont les adultes autour. Parce que les adultes vont dire « Ah, mais Koulichitou, laisse, voilà, c'est ton mari, quoi. » Parce qu'il y a ce jeu-là aussi. En fait, on joue avec les limites. Sauf que, en tant qu'adulte, nous sommes, pour la plupart, capables de voir ses limites. L'enfant ne voit pas ses limites. Ce qu'on dit, c'est ce que l'enfant reçoit à l'état brut. Donc, quand on passe ce message-là, lorsque cette même personne ou un autre adulte va accaparer le corps de l'enfant dans l'ombre, donc cette fois-ci, il n'y aura pas de rigolade ni rien du tout, l'enfant aura déjà intériorisé cette peur, mais que c'est une peur acceptée, autorisée par la société. Donc, en fonction de l'environnement de chacun, il y a des choses qui se posent. Je vais juste compléter. Est-ce que tous dans la salle, vous avez vu le petit film Vice Versa? Hein, il y a eu le 1, il y a eu le 2, donc sur les émotions. Et c'est vrai que dans les groupes de parole que nous menons, on a des thématiques et l'une des premières thématiques qui sort effectivement, c'est la peur. Du coup, elle se manifeste comment? Nous, on parle aussi d'hypervigilance. Donc, le fait d'avoir des insomnies, le fait de se taire aussi, donc pour ne pas être jugé. Physiquement aussi, quand on a peur, qu'est-ce qui se passe? Vous, quand vous avez peur, qu'est-ce qui se passe? Vous transpirez beaucoup, non? On a le cœur qui s'accélère, on dit la chamade ou pas. On a les mains qui sont moites aussi. On a la gorge nouée. Donc, même si la patiente, elle n'arrive pas effectivement à forcément mettre des mots, mais vous le voyez et vous pouvez effectivement l'inviter sans lui dicter, mais lui dire, lui donner en tout cas l'autorisation et la permission d'exprimer ses émotions. Et nous, en fin de compte, comment effectivement la possibilité d'identifier ses émotions se fait, c'est quand effectivement chaque personne parle de sa situation. Moi, comment la peur, elle s'exprimait chez moi, même enfant ou même adulte. Quand j'étais enfant, effectivement, moi, je disais à ma mère que je ne voulais pas aller je ne voulais pas aller voir mon père, mais sans lui dire pourquoi. Elle ne voyait pas que j'avais peur de lui, puisque j'y allais. Mais la peur, elle s'exprimait autrement. Donc, du coup, je passais beaucoup de temps aussi sous la douche à me laver. Je surveillais tout le temps
qui venaient à la maison. Donc, il y a vraiment des petites choses comme ça. Donc, le mot peur, l'émotion peur a plusieurs visages et selon effectivement la culture, elle peut s'exprimer autrement. Moi, mon petit-fils, donc je suis une maman de 4 enfants, mais j'ai un petit-fils génial de 3 ans. Et très tôt, je lui ai offert des livres sur les émotions. Et pourquoi j'ai appelé l'association L'âme vie et le logo, c'est la montagne pelée. Quand vous voyez la montagne pelée, ça vous inspire aujourd'hui la sérénité, la paix. Mais en fin de compte, c'est un volcan et qui n'est pas mort du tout. Et ceux qui ont vécu les volcans, qui ont vu effectivement des villes détruites par la lave, savent qu'il faut se méfier et avoir peur. Donc, se tenir à l'écart, se mettre en sécurité. Donc, on peut être entouré, mais être très isolé. Donc, être entouré n'empêche pas l'isolement. Voilà. Donc, moi, je vois avec mes 4 filles, j'ai 4 filles, mais je suis seule. Et elles le disent, elles ont grandi à l'ombre d'une maman qui les a mis sous crypte. Et elles étaient seules, quoi. Donc dans l'expression de la peur, c'est aussi c'est s'isoler soi, même si on est entouré. Donc. Je dirais que la peur, c'est significatif de danger. Et donc, c'est important de pouvoir identifier cette peur et ce circuit de la peur, puisque c'est quelque chose qui va être amené dans la répétition. Voilà. Ouais. Merci. Et c'est vrai qu'on est aussi dans cet enjeu-là. Là, il y a un procès, le procès de Mazan, qui fait beaucoup parler de lui et certaines personnes. Et il y a aussi la société qui interpelle toujours la victime, à culpabiliser la victime. Comment elle n'a pas été capable de s'en rendre compte, tant de personnes respectables, entre guillemets, c'est pas possible. Donc, et là, on est aussi dans ces enjeux de mécanismes de contrôle et de coercition. Même si la personne ne s'en rend pas compte directement, il y a des signes. Elle est partie consulter par rapport à des problèmes médicaux. Donc, il y a des symptômes. Donc, quand ça ne passe pas par la psyché, ça passe par le corps et les émotions également. Bien, écoutez, merci à vous. Et on va justement demander à Baria et à Alizé de venir à cette table ronde. Merci.